Yves, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Liguères. Merci. Au fil des 20 ans de carrière, plus de 20 ans de carrière, Ouais, je calcul. devais fêter les 20 ans au moment du Covid, du coup, bon, on l'a pas fait. Ça, c'est On fera les 22 ans et demi ou les 23, c'est c'est ça. pas. Alors, vous avez fait les plus grandes scènes françaises et francophones. Qu'est-ce qui vous anime quand vous venez dans un lieu plus modeste, comme aujourd'hui, sous la halle à Liguères? D'abord, heureusement, je ne fais pas que des lieux. Enfin, je ne fais pas que des Olympiades, des choses comme ça. Hein. Ça m'arrive de pouvoir en faire. Il faut quand même remettre les choses là où elles sont. Que c'est le principaux concerts que je fais, c'est quand même en province et dans des salles. Moi, je sais pas, je tourne dans des salles qui sont entre 300 et 1000 à peu près dans toute la France. Ça dépend de l'endroit où on sera. Et voilà, en tout cas pour remettre un peu les choses en place, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de faire des grandes salles. Les Zéniths. Mais les Zéniths, je le fais à Dijon. Entre autres. Je le fais pas à Paris, hein, faut pas non plus. Non, mais voilà, effectivement, j'ai eu l'occasion de faire des Olympia, Playel, je sais plus, Grand Rex et tout ça, donc c'est une chance de pouvoir avoir tout, mais c'est pas non plus mon quotidien. D'accord. Donc je suis quand même plus souvent dans des. Alors des festivals, j'en fais pas beaucoup. Je sais pas, ils doivent avoir. Là, c'est festival chanson, donc on est. Mais dès que c'est plus généralisé, j'en fais beaucoup moins. Je fais quand même beaucoup plus de salles en général. C'est plus le. Mais plus parce qu'on me demande pas, hein, parce qu'autrement, ce sera avec plaisir. Donc je suis ravi d'être à Linières, d'abord parce que rien que le fait de passer place Anne-Sylvestre, ça me fait un plaisir fou. J'ai eu la chance de pouvoir partager la scène avec Anne pendant enfin, plein de fois, parce j'ai fait un spectacle qui s'appelle Le Bar à jamais, d'ailleurs, qu'on tourne toujours. Qu'elle a jamais manqué. Elle faisait partie du noyau dur du Bar à jamais. Donc voilà, ça me fait plaisir d'être ici. Ça fait doublement plaisir quand je vois la place Anne-Sylvestre. Et c'est la troisième fois ou deuxième fois que tu viens? Oh là là, faut pas me demander ça. Ah bon, d'accord. Au Non, moins. non, j'ai une mémoire un peu là, pour le coup, j'ai plus d'un bon millier de concerts. Oui. Et ça commence à être compliqué pour se rappeler. Et là, j'avançant, ça va devenir de plus en plus compliqué à ce que je m'aperçois. Voilà. Très bien. À toi, Virginie. Alors, votre dernier album remonte à 2018, Mon Totem. Oui. Pour quand est prévu le prochain et Octobre. Quel sera le contenu à peu On près est en plein dedans. Alors je peux le dire parce que depuis peu de temps je le dis, donc enfin, je l'ai déclaré il n'y a pas longtemps. Donc l'album va s'appeler L'Autre. C'est pas une exclusivité alors pour Reporter. Non, mais c'est pas très vieux. J'ai dû le dire il y a 2 interviews quoi, à peu près. Donc voilà, c'est parce que maintenant ça y est, les dates se cherchent et tout ça, et que ça se dévoile. Donc voilà, l'album va s'appeler L'Autre. Le contenu, j'allais dire, je fais le même album depuis 20 ans, je ne le fais pas au même âge, c'est juste ça. Non, mais c'est un peu ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler sur les émotions. Donc, c'est la vie en général, avec du social dedans, avec des choses, et de travailler là-dessus. Donc, je le fais maintenant avec le filtre d'un mec qui a 60 ans, et quand j'ai commencé mon premier album, je le faisais avec le filtre d'un mec qui a 40 ans. Et puis un petit peu avant, puisque j'ai des chansons qui dataient de quand j'avais 30 ans. Donc voilà, mais j'ai l'impression que je fais tout le temps le même album, enfin que je parle des mêmes choses. Comme chaque chanteur, j'ai mes fixations. Donc Cabrel, c'est les cailloux, et moi, ça va être autre chose. Non, mais j'ai ça en rigolant, mais on a tous un peu nos espèces de tics d'inspiration, je pense. Et justement, pour écrire une chanson, comment vous y prenez? Vous faites la musique, les paroles ça se passe Je fais les deux. En même temps? Oui, maintenant je fais en même temps. C'est vrai que j'ai commencé en écrivant des textes et puis en mettant des musiques, en essayant de mettre des mélodies dessus. Et puis depuis peu de temps, les albums évoluant, j'ai commencé à faire. Il y a des moments où j'ai trouvé des mélodies. Je me suis dit tiens, je vais essayer de coller un texte dessus. C'est plutôt anglo-saxon d'ailleurs comme façon de faire, parce qu'ils ont tous une langue qui sonne. Ce qui impose à trouver des mots qui sonnent. Donc à travailler pas mal sur la forme en essayant de garder un fond. Donc c'est un petit peu. C'est des choses que j'ai apprises comme ça, et je fais les deux en même temps. En général, dès que je trouve 2-3 vers, une strophe, j'essaye tout de suite de trouver une ambiance musicale, une mélodie, parce que d'abord, si on est dans une mélodie qui est énergique, il y a des mots qu'on utilisera moins. Voilà, donc je trouve les chansons plus harmonieuses comme ça, en tout cas les miennes, en faisant comme ça.
Vos chansons ont pour la première importance les textes, incontestablement, même si la musique donne toute la dimension, après la troisième dimension. Dites pas ça à mes musiciens, ils sont en train de le faire. Oui, non, mais ça va. Quels sont les auteurs, même les poètes, qui ont construit votre formation littéraire dans votre jeunesse? Alors, j'avais aucune formation littéraire de ma jeunesse. Formidable. Mais vraiment, je lis des bouquins. Je me suis mis depuis 6-7 ans maintenant à lire des classiques, ce que j'avais jamais fait. Moi, j'ai bac-6, donc je n'ai pas été beaucoup à l'école. J'ai pas été un passionné de littérature. J'ai découvert la littérature assez tard et ça m'a surtout me fait me rendre compte de mon indigence culturelle de l'époque. Et ça a été assez violent le fait de s'apercevoir de ça. Mais celui qui m'a ouvert les yeux et qui m'a donné envie de savoir, de comprendre, d'aller plus loin, c'est Maxime Le Forestier. D'accord. Voilà, j'ai eu la chance depuis de le rencontrer, de pouvoir lui dire, ce qui est quand même très très agréable quand on a eu quelqu'un comme ça qui a été un peu un guide, enfin son œuvre en tout cas, parce que il n'était pas volontairement, mais en tout cas c'est ce qui m'a fait ouvrir des dictionnaires, ouvrir des bouquins, essayer de comprendre et aussi me faire comprendre de mon indigence intellectuelle totale et ça a été très violent à l'époque. Il le sait ? Oui, j'ai même eu l'occasion de le rencontrer il m'a même invité chez lui. J'ai eu l'occasion de l'inviter à chanter avec moi à Playel, ce qui était un gros moment, avec d'ailleurs Bill de Rem aussi à l'époque. Et donc c'est très agréable de pouvoir le faire d'ailleurs ça, mais je dois en tout cas au fait de croiser son œuvre, de m'éveiller culturellement, intellectuellement et politiquement et tout, voilà, donc ça a été je dois beaucoup à la chanson à la base. D'accord. C'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être un peu foutoir chez moi. Ma culture littéraire est passée par la chanson avant tout. Alors, il y a eu Brassens, il y a eu Pierre Perret, il y a eu des gens comme ça aussi qui avaient déjà marqué des petites touches, mais Le Forestier a été vraiment ma déclaration, mon autodéclaration. Alors, on a bien noté que vous refusez le terme de chanteur engagé. On l'a bien noté. Ouais, non, parce que ce qui était compliqué, c'est que sur le premier album, j'avais une chanson qui était très, très engagée. Mais je travaillais à l'usine et je l'ai écrite à ce moment-là. Et j'avais pas spécialement envie je sais qu'on étiquette beaucoup, donc j'avais pas spécialement envie d'avoir ça. J'ai plus de chansons d'amour que de chansons engagées. Donc oui, mais d'un autre côté, vous êtes un témoin actif dans vos textes. Vous mettez le doigt souvent sur des mots de la société. Est-ce que vous voulez simplement être un témoin actif ou à quelle place aimez-vous être dans cette chose-là? Mais j'ai pas plus de prétention que d'essayer de trouver des mots sur les mots, j'allais dire, de cette société. Faire une chanson contestataire a aucun intérêt si elle n'est pas, si elle ne m'éclate pas à écrire, si je prends pas un plaisir dans l'écriture, si j'y trouve pas des formules, des choses, le bon mot, si je fais pas ça. Je m'en fous de faire une chanson contestataire. Je préférerais faire une chanson qui parle du quotidien banal si je trouve une meilleure formule. Voilà. C'est pas ma prétention de chanteur, c'est d'essayer de recréer la vie. D'ailleurs, c'est pour ça que je théâtralise beaucoup mes scènes. Je fais pas des concerts, je fais des spectacles. Et l'idée, c'est de représenter la vie, d'en faire une représentation de la vie, et donc d'essayer de toucher, et forcément il y a du social dedans, parce que si on enlève le social, la vie, il n'y a plus rien, il n'y a pas de... donc voilà, il y a du social, il y a de l'amour, il y a de la vie de couple dans tous ces états, pas forcément d'ailleurs dans le meilleur. Ça m'intéresse ça, j'ai plus une tendance, avec toute... je ne suis pas Bourdieu naturellement, mais une tendance sociologique dans ce que je fais que d'essayer j'ai pas du tout envie d'être ni un porte-drapeau, ni je suis pas un penseur, que par contre ça soutienne les gens dans leur vie. Les gens me disent, on s'est servi de cette chanson-là pour un mariage, pour un enterrement, pour un départ, pour une séparation. Ça m'intéresse plus. Je suis heureux de savoir que les chansons font leur chemin. D'abord, les chansons que j'écris, c'est pas des chansons que les gens écoutent. Je m'explique, s'il y a dit là on va pas être d'accord. S'il y a 10 chansons, s'il y a 10 personnes qui écoutent une chanson, salut le chien. Voilà. S'il y a 10 personnes qui écoutent une chanson, les 10 n'écoutent pas la même.
Et ils n'écoutent pas celles que j'ai écrites non plus. Chacun écoute avec le filtre de sa vie. Moi, je fais mes chansons avec le filtre de ma vie à moi. Et chacun écoute avec le filtre de sa vie. Donc, je ne peux pas. On ne parle pas forcément en tout cas dans l'exactitude de la même chanson. Évidemment. Et peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la vie qu'on met dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on fait. Et je pense que voilà, quand quelqu'un vient me voir, me dit cette chanson-là, vous l'avez écrite pour moi. Non, d'abord, c'est très égoïste, je l'ai écrite pour moi. Et je suis très heureux qu'elle y ait mis une partie de sa vie pour se l'approprier. J'irais certainement pas dire non, mais t'as rien compris à la chanson, ça va pas, c'est pas écrit ça. Non, surtout pas, faut pas toucher. Ça, c'est justement la magie, et ce qui fait qu'une chanson, elle est jamais réussite en soi. Elle est réussite elle est réussite quand quelqu'un l'apprend. Alors s'ils sont deux, ils sont deux. Mais s'ils sont 3000, ils sont 3000. Voilà, mais s'ils sont des millions, ça commence presque à être suspect. Mais non, mais voilà, c'est ça la chose. C'est que c'est un chemin qu'on fait chacun, le chanteur, l'émetteur et le récepteur, j'allais dire. Oui, d'accord. En tant que Yves Jammet, artiste, chanteur, quel est votre rapport aujourd'hui avec la politique, tout particulièrement ces périodes électorales? Alors, moi, ça fait 12-15 ans que j'ai éteint définitivement ma télé. J'ai réduit ma radio à France Culture. J'évite les infos. Je vote plus. Si, j'ai reboté là. Je dois reconnaître que j'ai reboté. J'ai été reboté là pour le premier tour. Mais dans l'ensemble, je vote plus. Je vais plus me déplacer en général. J'ai un gros ras-le-bol. Et puis je pense que je dis à mes enfants, allez-y maintenant, allez voter vous, c'est bon. Moi, me faire avoir pendant des années, au bout d'un moment, c'est fatigant, c'est lassant. On voit tout le cirque médiatique, c'est de la com aujourd'hui, la politique, c'est comme tout, donc c'est un peu... c'est fatigant, je crois pas à ces gens-là, je crois pas une seconde que ces gens-là nous veulent du bien, je pense que les gens bossent pour eux, font leur truc à eux. Alors des fois c'est bien parce que ça passe par des choses où ils pensent à faire des choses un peu communes pour aussi se faire un peu reluire, parce qu'il n'y a pas que la rosette qui leur fait plaisir, ils aiment bien aussi qu'on les caresse dans le sens du poil. Donc j'ai pas une très belle pensée pour la politique aujourd'hui. J'aime les gens qui font de la politique dans le sens des associations, ceux qui font des trucs de terrain. Je parraine une association moi-même. Voilà, ceux-là font plus de politique que les. Je suis agacé, fatigué des professionnels de la politique. Et Macron a bien détourné ça en faisant croire qu'il n'était pas un professionnel politique. Alors, je sais très bien qu'il en est un, c'est pas parce qu'il a pris 2-3 bénévoles, 2-3 amateurs, d'ailleurs ce qu'il a pas fait dans ce gouvernement-là, ce que j'ai compris. Voilà, j'essaye de penser à autre chose parce que j'ai passé beaucoup de temps à m'énerver tout seul après ça et ça n'a pas servi à grand chose. C'est pas parce qu'il jamais s'énervait que la politique a changé. Donc maintenant je m'énerve plus, je les écoute pas. Je gagne du temps, c'est-à-dire que je les subis pas deux fois. On les subit des fois dans leur discours et après on subit leurs lois. Maintenant je subis que les lois. Je ne subis pas leur discours, j'ai pas envie de les voir. Macron, j'ai découvert sa tête 2 mois avant les élections en 2017. Pour dire un peu la chose. De monde aussi. J'ai découvert la tête de Hidalgo sur les affiches cette année. Je ne sais même pas la tête qu'elle avait. Donc voilà, et je suis très heureux de ça. Mon ignorance pour le coup me fait plaisir. Très bien. Mais vous n'avez pas peur quand même que vos chansons, elles, soient récupérées, ou même vous, puisque quand on va sur Wikipédia et qu'on tape Yves Jammet, je crois qu'on vous voit à la fête de l'UMA. Donc ça marque, je veux dire, quelqu'un qui associe... À la fête de l'UMA, je me sens peut-être dans une famille politique à cette époque-là, mais enfin, bon, pour revenir quand même, Johnny Hallyday a été à la fête de l'UMA. Très bien, je ne crois pas qu'il n'était pas considéré comme un grand communiste. Donc voilà, c'est pas... non, c'est très bien justement qu'il n'y ait pas que du chanteur engagé rive gauche dans ces fêtes-là. Je peux entendre tout le monde. Je crains pas ça, j'ai plutôt été de gauche, mais c'est compliqué de dire qu'on est de gauche aujourd'hui, parce que c'est pour être remis vers le Parti Socialiste qui n'a jamais été de gauche, en tout cas qui est depuis que moi je vote pour lui, depuis Mitterrand, depuis 83, il est plus de gauche. C'est compliqué, donc voilà, je me sens plutôt c'est quand même la gauche qui m'a éduqué.
c'est à travers des gens de gauche que j'ai appris les choses, donc je leur dois au moins ça. Mais aujourd'hui, je ne dis même plus que je suis de gauche. Je me sens profondément de gauche, comme disait Brel, on est dans le sens naître de gauche ou de droite. Je pense sincèrement que oui, on est de gauche ou de droite. Je pense qu'on est dans un monde de droite. Je pense que le monde naturellement est de droite, que la gauche c'est une contrariété qu'on met pour essayer de vivre ensemble, et que c'est quelque chose d'assez c'est un peu les protestants, les gens de gauche. C'est chiant la gauche, c'est chiant parce qu'il faut des impôts, voilà. Oui. Donc c'est très chiant donc voilà, je dis pas que je suis pas de gauche à cause de ça, c'est que les gens de gauche assument pas ça. Souvent, enfin les politiques de gauche, ils n'assument pas le fait qu'il faut être un peu chiant, parce qu'il on ne peut pas consommer comme un dingue quand on est de gauche. Voilà, il y a plein de choses quand même qui sont liées à ça, qui peuvent paraître un peu austères. Et le monde est de droite, naturellement de droite. C'est bouffe l'autre. Et puis le monde est plutôt du côté de Hobbes que de Rousseau. Puis c'est pas, je le dis pas en condamnant, c'est comme ça. Oui, à la base c'est bouffe avant d'être bouffé, quoi. Voilà. Oui. Donc maintenant Maintenant qu'on est un peu civilisé, on essaie de se dire voilà. Et si on se mettait ensemble pour faire un truc, oh là là, mais c'est on est grégaire quand ça nous arrange. Le reste du temps, je pense pas que ce soit. Mais je parle déjà beaucoup. Avant-dernière question, musique. Les musiciens qui vous accompagnent, est-ce qu'il y a encore parmi eux des musiciens d'origine? Non, j'ai eu une première équipe d'origine qui a été très chaotique et conflictuelle. Une deuxième équipe qui a un peu essuyé les plâtres de l'ancienne équipe, et puis il en restait de l'ancienne équipe. Ça a été très compliqué. La venue du succès est quelque chose d'assez, un succès relativement modeste, soit dit en passant, mais est quelque chose d'assez compliqué à gérer à plusieurs. On a essayé au début de gérer justement de façon très de gauche, un petit peu communiste, un petit peu ensemble et tout. Et très vite, là on s'aperçoit justement que tout le monde n'est pas dans ce truc-là. Je le dis assez librement parce que d'abord j'ai discuté avec d'autres chanteurs avec qui c'est arrivé aussi. Et ça a été, autant ça se passait très bien, les gens me disaient qu'est-ce que vous devez vous entendre bien, ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que c'est. Maintenant, depuis 4 spectacles, je suis avec une famille de chanteurs, d'artistes, de musiciens et de techniciens. J'ai les mêmes, c'est le sourire dès le matin, c'est des fous rires même dès le matin, malgré des kilomètres, malgré le truc, et il n'y a pas de. Chacun est bien à sa place. Ça a été très compliqué au début pour monter une équipe où les gens sont bien à leur place. Mais je ne crois pas que les Beatles habitaient ensemble au début ou dans le même quartier. Ça, c'est pas le terme. Bon, et dernière question avec une petite pointe d'humour. Il y a un drame français. Oui. Depuis plusieurs années, la moutarde de Dijon n'est plus fabriquée à Dijon. Ça fait bien, je ne sais pas si elle a déjà été fabriquée. D'accord. Et en plus, depuis l'entrée des Russes en Ukraine, ce qui n'est pas drôle en soi, on ne trouve plus de moutarde de Dijon dans les supermarchés. D'abord, non, on ne trouve plus de la saloperie de moutarde Amora. Voilà. J'ai bossé chez Amora. Ils ont licencié 600 personnes à Dijon. Je dis aux gens, n'achetez plus d'Amora. N'achetez plus d'Amora. Voilà. Si vous achetez de la moutarde, vous achetez de la Fallot. La Edmond Fallot, c'est la meilleure moutarde du monde. Elle est faite à Beaune. Maintenant, il y a un pôle à Dijon. Ils ont fait un truc gastronomique. Que j'ai été visiter d'ailleurs ces jours-ci, et donc il y a un magasin Fallot. Donc il reste encore de la moutarde, je vous rassure. Il y a 80% de la moutarde de la graine de moutarde qui vient du Canada, donc merci la mondialisation. Voilà. On vit dans un monde mondialisé. Je ne sais pas si c'est bien. Ça serait bien si les frontières étaient ouvertes pour les produits et pour les gens. À partir du moment où les frontières sont ouvertes que pour les produits, on peut s'inquiéter. Il y a un problème. Ça fait pousser du Zemmour, tout ça. Et à juste titre, les gens ont une espèce de réaction, alors que c'est le contraire. Il faudrait avoir, c'est de dire non, mais c'est produits qui ne doivent pas rentrer comme ça, n'importe comment. Je pense, enfin, là, ça y est, je fais de la politique, je dirais pas. Mais non, mais c'est les produits qui sont un problème. Acheter aujourd'hui une espèce de miel, fleur de miel, c'est une aberration totale. Ils n'ont jamais vu faire miel, qu'ils n'ont jamais vu une abeille. C'est hallucinant. Qui est marqué sur nos produits issus de l'Union européenne ou non. Oula, ça veut dire
qu'elle vient de n'importe. Non, mais c'est quand même hallucinant qu'il y a quand même des bureaucrates, des gens qui ont fait un bureau d'études pour dire on met issu de l'Union européenne ou non. Ouais, et puis il y a quand même des gens qui les achètent. Ils y ont pensé, il y a eu certainement une loi de voter, ils ont dû passer des heures là-dessus pour penser à ça. Et quand je dis étiquette, je me dis mais c'est fou. Donc voilà, moi j'aimerais que les choses soient plus surveillées du côté des produits et des marchands. Le problème, c'est ce que disait Moustaki avant que viennent les marchands. Il y avait des brevets des champs avant que viennent les marchands. Voilà, moi c'est les marchands que j'aimerais qu'on réussisse, mais c'est impossible. C'est impossible parce que justement, maintenant, ils sont la preuve, on ne peut même pas faire payer les impôts à tout ce qui est GAFA, tout ça, parce qu'ils donc ça, c'est la mondialisation. Et moi, j'ai un vrai problème avec ça. Je ne pense pas, on peut nous bassiner d'écologie à longueur d'années. Je ne pense pas qu'avec la mondialisation, la d'écologie soit possible. Je ne pense pas. Je pense pas. Mais je suis un gros pessimiste. Moi. Je vois absolument pas le monde. Tout va aller bien. Non, je pense. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la moutarde de Dijon quand même. Il y a de la moutarde de Dijon. Edmond Fallot. La Mora, ce n'est pas de la moutarde. Très bien. C'est un plan de licenciement, Mora. C'est pas de la moutarde. Très bien. Et d'abord, c'est pas Mora, c'est Unilever derrière. Voilà. C'est donc de la moutarde américaine. À savoir. Merci. Je vous en prie. J'ai été bon sur la chanson là, ce Ouais, c'est parfait. Parfait. Merci bien et bonne. Merci. Et bon spectacle tout à l'heure avec vous. Plaisir.